Dans cette partie du module 2, on va parler de l'étape suivante après le contrôle qualité, qui va être donc l'alignement. Donc les objectifs de ce module sont de comprendre les étapes clés d'un pipeline d'analyse RNA-seq, de différencier les différentes stratégies, donc des mots que vous avez peut-être entendus qui sont alignement, assemblage et pseudo-alignement. Donc on va voir les avantages et inconvénients de ces différentes approches et pourquoi on utilise certaines dans certains cas. On va regarder aussi comment on choisit un génome de référence, une annotation de référence, comment ces références sont construites et comment les choisir. Vous allez pouvoir à la fin de ce module maîtriser les outils d'alignement et comprendre les différents formats de sortie. Et bien entendu, on va réaliser un nouveau contrôle qualité, cette fois-ci post-alignement, pour évaluer donc la performance de l'alignement et détecter d'éventuels biais. Donc, voici un peu donc le plan de ce module. On va commencer par le pipeline d'analyse de base que je vous montre ici. Donc pour une analyse RNA-seq, on peut diviser les étapes en 5 grandes étapes. La première étape étant le contrôle qualité des données brutes, donc des fichiers FASTQ, qu'on peut réaliser avec FastQC. Et s'il y a un souci au niveau de la qualité, on va pouvoir utiliser FastP pour faire le contrôle de la qualité, qui est ici. Une fois que les données sont propres, on va pouvoir réaliser l'alignement avec le logiciel qui est STAR, qui va se baser sur un génome de référence. Ensuite, on va pouvoir faire la quantification des gènes, des gènes à partir de ces fichiers d'alignement, puis réaliser l'analyse différentielle pour terminer par la caractérisation fonctionnelle. Donc, une terminologie importante. Donc, comment différencier alignement, assemblage et pseudo-alignement? Donc, l'alignement, l'objectif, c'est d'aligner précisément chacun des fragments qui a été séquencé sur le génome de référence. Donc, chaque read va être aligné base par base à une position exacte sur le génome pour pouvoir détecter les jonctions des exons, les variants et les fusions. Au contraire, le pseudo-alignement, on ne va pas aligner les reads sur un génome de référence, mais directement sur un transcriptome. Donc, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus rapide que l'étape d'alignement. Donc, on va directement quantifier l'expression des transcrits sans un alignement complet. Donc, ici, c'est basé sur des méthodes de KMR, donc des petites séquences, des mots, qui va permettre d'effectuer des recherches de façon très rapide. Dans l'étape suivante, dans l'autre option, dont vous avez pu entendre parler, ça c'est ce qu'on appelle l'assemblage. Donc, dans certains cas, on utilise du RNA-seq, pas pour, comment expliquer? On utilise du RNA-seq avec des génomes de référence, des transcriptomes de référence. Mais lorsqu'on n'a pas ces transcriptomes de référence, on va réaliser ce qu'on appelle un assemblage qui va permettre de reconstituer les transcrits à partir des reads, donc sans référence. Donc, ce qu'on appelle du transcriptome de novo. Donc, c'est de créer un génome de référence. Alors ça, c'est une étape qui est utile quand on travaille sur des organismes qui sont non communs, donc des organismes non modèles, ou pour découvrir des nouvelles isoformes. Donc on peut quand même l'appliquer à des génomes comme l'humain ou la souris, lorsque on veut découvrir des isoformes. Donc ces différentes approches ont bien entendu des avantages et des inconvénients. Des niveaux de précision très différents. Donc, par exemple, lorsqu'on fait de l'alignement pour de la quantification de transcrits, on va avoir une très haute précision, mais ça va être une étape qui va être assez longue avec des besoins en ressources en calcul élevés. Alors que lorsqu'on fait du pseudo-alignement, on va avoir une approximation de la position des reads sur le transcriptome. Par contre, ça va être très rapide et on va avoir besoin de peu de ressources en calcul. Pour l'assemblage, c'est un petit peu différent. Ça va être une étape qui est très lente et très gourmande en ressources. Donc, dans Galaxy, vous avez bien entendu des ressources pour réaliser ces différentes étapes. Donc, pour l'alignement, on va utiliser Star.
Pour l'assemblage, vous avez Trinity et StringTie. Je suis pas sûre que les deux soient. Je pense que StringTie est disponible. Et le pseudo-alignement, il y a plusieurs outils comme Salmon et Callisto que l'on va aussi utiliser pendant le workshop. Donc, lorsqu'on va faire ces quantifications, une des questions importantes, c'est comment on choisit un génome ou une annotation de référence. Donc, dans Galaxy, vous allez avoir directement accès à des génomes de référence qui ont été installés par les administrateurs. Et ces génomes de référence ont une certaine nomenclature. Donc, je vous mets les exemples ici de la souris et de l'humain. Donc, par exemple, pour la souris, le code qui est utilisé, ça va par exemple être GRCM39. Et l'équivalent pour l'humain, c'est GRCH, H pour Human 38. Donc là, je vous ai classé ici les plus récents. Et vous pouvez aussi avoir accès à des versions plus anciennes comme MMDIS et HG10. Donc, on peut assigner automatiquement un génome de référence à un jeu de données. Donc, par exemple, si vous avez besoin de comparer vos résultats à des anciennes analyses qui ont été faites, par exemple, sur MM10, et que vous voulez garder cette référence-là, vous allez pouvoir, dans Galaxy, décider quel génome de référence il faut utiliser. Dans Galaxy, vous avez aussi la possibilité d'utiliser votre propre génome de référence. Donc, si vous travaillez sur des génomes peu communs ou des génomes qui contiennent des exogènes, donc par exemple, vous avez mis la GFP, vous avez inséré des gènes humains dans la souris, vous allez pouvoir créer votre propre référence. Par contre, ce sont les administrateurs de Galaxy qui vont décider d'ajouter des génomes de référence par défaut. Donc, si par exemple vous utilisez une instance et que le génome de référence, par exemple, la dernière version n'est pas disponible, vous pouvez toujours écrire aux administrateurs pour pouvoir obtenir une nouvelle référence. Je pense qu'il est important de comprendre un petit peu comment ces génomes de référence ont été construits. Donc, quand on parle de génome de référence, on peut associer ça à un autre terme qui est le genome assembly, donc qui est l'assemblage de génomes, qui est un processus qui est très complexe, qui va nécessiter beaucoup de ressources informatiques pour pouvoir assembler de manière cohérente les séquences brutes d'ADN qui sont obtenues par séquençage. Donc, l'objectif, quand on fait un séquençage d'un génome, c'est de construire un génome complet ou partiel qui va servir de référence pour des études génomiques plus tard. La première étape pour construire un génome de référence, ça va être le séquençage de l'ADN de l'organisme d'intérêt. Et aujourd'hui, les approches standards, c'est de combiner deux technologies, donc d'utiliser à la fois les lectures courtes qui sont produites par des séquenceurs de type Illumina, qui vont faire jusqu'à 150 à 300 paires de bases, qui vont être très nombreuses et très précises. Donc nombreuses, on va parler de 200, 300 millions de fragments par échantillon. Et on va combiner ces lectures courtes qui ont certains biais, je dirais, ou certaines difficultés à séquencer des zones répétées, avec des lectures longues qui sont issues des nouvelles technologies, donc de PacBio ou Oxford Nanopore, qui, elles, permettent de séquencer des milliers de bases successives pour mieux couvrir des régions répétées ou complexes. Donc, ces deux approches complémentaires vont permettre de créer des nouveaux génomes de référence. Donc, bien entendu, comme à chaque fois qu'on fait du séquençage, la première étape, ça va être de faire le contrôle qualité des données. On veut s'assurer qu'on va construire un génome de référence de haute qualité. Donc, dans ce cas, on va faire un filtrage des reads. Donc, on va enlever les lectures qui sont de mauvaise qualité, celles qui contiennent des séquences trop courtes ou ayant des erreurs de séquençage. Donc, on va se baser ici sur la qualité du séquençage de chacune des bases. Et ensuite, on va estimer la profondeur du séquençage obtenu. Donc, cette profondeur doit être suffisamment élevée pour que l'assemblage soit fiable. Donc, il faut qu'on ait assez de fragments séquencés pour pouvoir construire un génome le plus fiable possible. Donc, pour procéder au contrôle qualité des données, c'est la même chose que pour l'analyse RNA-seq. On va utiliser FastQC pour faire nos statistiques. Et ensuite, on va appliquer FastP pour pouvoir modifier, si besoin, certains des reads pour augmenter la qualité de nos données. L'étape suivante, c'est l'assemblage de ces reads en ce qu'on appelle un contig. Contig, c'est la contraction de deux mots, donc contiguous sequences.
Donc l'idée, c'est de reconstruire de longues séquences d'ADN par l'assemblage de lectures qui se chevauchent. Donc comme on le voit ici, on a des reads, lorsqu'on les aligne ensemble, qui se chevauchent. Donc on va pouvoir convertir, si vous voulez, ces 5 séquences ici en un seul contigue, donc une séquence continue. Donc là, si je prends cet exemple très simple, je me retrouve à la fin avec 4 contigues et j'ai des régions pour lesquelles je n'ai actuellement pas d'informations. D'accord? Je ne sais pas dans quel ordre se retrouvent mes contigues. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 ou alors est-ce que cette séquence-là se retrouve ici en amont? Est-ce que ces deux séquences appartiennent au même chromosome? Tout ça n'est pas encore connu. Donc l'étape ici d'assemblage des rides en contigues, elle peut se faire par un assemblage de novo lorsqu'on n'a aucune référence qui existe pour le génome, ou elle peut se faire par alignement. Donc on peut utiliser ici un génome de référence partiel ou complet qui existe déjà pour un organisme par exemple similaire. Donc je m'explique, on a séquencé le génome de la souris. Lorsqu'ils ont voulu faire le génome du rat, par exemple, ils ont utilisé comme, si vous voulez, template, comme brouillon, le génome de la souris pour venir aider, si vous voulez, à la reconstruction du génome du rat. Dans les outils disponibles, vous avez Spades et Minimap qui permettent donc de faire les assemblages de reads qui sont courts ou longs selon les différentes technologies, et Minimap par exemple est disponible dans Galaxy. Une fois qu'on a nos contigues, on va essayer donc d'organiser ces contigues. Donc c'est ce qu'on appelle la fusion des contigues en scaffold, qui vont nous permettre donc d'ordonner les contigues et de combler certaines séquences manquantes. Donc, comme on a vu à l'exemple, nous avions 4 contigues et on va maintenant regarder s'il y a des paires de reads qui se retrouvent sur 2 contigues différentes. On a l'exemple ici, nos 2 séquences orange. On a un read qui est sur le premier contigue, alors que le read de la même paire est sur le second contigue. Donc, ça va nous permettre de savoir que ces 2 séquences sont successives. Donc, au lieu d'avoir ici 2 contigues indépendants, on va reconstruire un seul scaffold et on va mettre une portion ici en gris qui va contenir que des N. Donc, le N va remplacer n'importe quel nucléotide, nous indiquant qu'il y a ici une région inconnue. Donc, on ne connaît pas la séquence en base, mais on sait qu'elles appartiennent à la même séquence linéaire d'ADN. Donc, au lieu d'avoir 4 contigues différents, on aurait ici 2 scaffolds. D'accord? Donc, essayez d'imaginer ici que ça pourrait être 2 chromosomes différents. Et on n'a aucune information qui nous permet de déterminer que ces 2 scaffolds sont reliés en fait les uns avec les autres. Donc, pour réaliser cette fusion des scaffolds, en scaffold, pardon, il y a plusieurs outils comme Pilon, SSpace et Opera, donc qui permettent ici de faire l'analyse des paires de reads pour réorganiser les contigues en scaffold. Une fois qu'on a nos scaffolds, on va faire l'étape qui s'appelle le polissage, donc qui va nous permettre d'améliorer notre assemblage. Donc ça consiste à corriger ici notre assemblage pour améliorer la qualité de l'assemblage. Donc cette fois-ci, on va utiliser les données des séquençages des reads longs pour combler, si vous voulez, les gaps qu'on avait avec les reads courts pour résoudre des régions qui sont complexes ou répétées. Donc par exemple, le séquençage de fragments courts est pas du tout adapté pour séquencer des régions qui sont complexes ou répétées. Il va y avoir de la difficulté à identifier les bases. Donc, on va utiliser les reads longs. Et donc, on va combiner le premier brouillon, si vous voulez, qu'on a obtenu avec les reads courts, avec ces données de reads longs, pour pouvoir à nouveau améliorer notre génome de référence. Donc, il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire ce polissage, donc Pilon ou Raycon, qui permettent donc de faire ces polissages en utilisant les données de PacBio ou d'Oxford Nanopore. Une fois qu'on a terminé notre assemblage, on va évaluer la qualité de notre assemblage et on va utiliser une mesure qui s'appelle le N50. Le N50, c'est une métrique qui va nous indiquer la longueur minimale des contigues ou scaffolds qui couvre 50% de la séquence totale assemblée. Et plus cette valeur est grande, meilleure est la qualité de l'assemblage. Donc,
Ici, on veut que la couverture du génome soit la plus haute possible. Donc, on veut peu ou pas de gap. Donc, on espère, par exemple, avoir 80% et plus du génome qui a été identifié. Donc, une fois qu'on a fini notre assemblage, ce n'est que le début, bien entendu. Ça veut dire qu'on a seulement les séquences ATCG. Il va falloir faire toutes les étapes d'annotation, donc identifier les gènes codants pour des protéines, les ARN non codants, les éléments régulateurs, promoteurs, enhancers. Donc, toutes ces étapes-là, maintenant, il va falloir venir mettre une couche supplémentaire d'informations avec des logiciels comme Maker ou Augustus, GeneMark qui vont être utilisés. Alors, cette annotation ne se fait pas sans utiliser les connaissances actuelles. Donc, ça va utiliser les bases de données comme Ensemble ou RefSeq pour pouvoir faire un transfert d'annotation. Donc, on va identifier des des séquences qui se ressemblent dans d'autres organismes pour permettre de faire l'annotation de ce nouveau génome de référence. Une fois qu'on a terminé l'assemblage et l'annotation, le génome de référence va être validé et partagé, et il va pouvoir être utilisé comme référence par d'autres études génomiques, et on va retrouver cette nouvelle référence dans des bases de données génomiques publiques comme NCBI, Ensemble ou UCSC. Donc, on va pouvoir choisir la référence qui nous intéresse selon ces différentes ressources. Donc, c'est quelque chose auquel il faut être très attentif lorsqu'on fait des analyses NGS. Il est important d'être cohérent, si vous voulez, dans les fichiers de référence que l'on utilise. Donc, si on utilise une certaine référence lors de l'alignement, il faut utiliser la même référence sur la quantification des transcrits. Donc, si vous commencez à utiliser Ensemble pour l'alignement, ben, vous allez continuer à utiliser Ensemble pour la suite de vos analyses. Pourquoi? Parce que par exemple, on a des différences entre les nomenclatures utilisées. Par exemple, dans UCSC, ils vont appeler les chromosomes avec CH1 suivi du numéro du chromosome, alors que dans Ensemble et GenBank, ils vont juste utiliser le numéro du chromosome. Donc, on ne peut pas mixer les résultats entre ces différentes références, puisque les outils ne vont pas reconnaître, si vous voulez, les différents chromosomes. Donc ça, il faut faire attention et être cohérent. Donc, une fois que ces génomes de référence sont construits, vous avez l'historique disponible pour les versions de génome et ces versions, bien sûr, évoluent. Donc, avant de changer le numéro de la référence, donc par exemple ici on est à GRCH 38, et bien par exemple on peut venir patcher, si vous voulez, les références. Un patch en fait c'est des mises à jour mineures qui vont être publiées entre deux versions majeures d'un génome de référence. Donc, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Ça va améliorer certaines régions spécifiques sans changer la version principale du génome. Donc, par exemple, ça ne va pas rajouter du contenu en génome, ça va être améliorer seulement les annotations. Donc, depuis 2013, on travaille sur la version GRCH 38 et ils ont publié récemment une nouvelle version qui est télomère to télomère. Donc, vous voyez qu'ici, vous pouvez télécharger le génome de référence au format FASTA ou GTF, ou les transcrits selon vos besoins. Il y a quelque chose d'important à savoir donc, dans l'histoire humaine qui nous concerne. Donc, c'est le projet Télomère to Télomère, qui est un consortium international qui a été lancé en 2019. Et leur objectif, c'était de fournir une séquence complète, donc 100% en continu, du génome humain, sans gap, de l'extrémité d'un chromosome à l'autre. Donc, c'est du télomère au télomère. Donc, depuis 2013, on a dit dans les médias que le génome humain avait été séquencé, qui était complet, mais en fait, non. Dans la réalité, il restait des régions qui étaient inaccessibles avec le séquençage de fragments courts. Donc, avec l'accessibilité du séquençage, le développement du séquençage de fragments longs, ils ont été capables, si vous voulez, de venir compléter ces gaps qui existaient dans notre génome de référence. Et donc, en avril 2022, ils ont sorti la première version complète du génome humain, qui comptait 200 milliards de bases de plus que la version précédente, avec, pour les 22 autosomes et le chromosome X, aucun gap.
Et une année plus tard, ils ont rajouté le chromosome Y au complet. Et c'est la première fois que les séquences centromériques étaient entièrement résolues. Et si je me souviens bien, en tout, ça représente 100 gènes supplémentaires qui ont été identifiés dans ces séquences, dans ces nouvelles séquences. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour maintenant réanalyser, si vous voulez, toutes les données que l'on avait en utilisant ces nouvelles références pour aller capter donc l'information dans ces nouvelles régions. Donc, une étape que vous n'avez pas qui ne va pas vous concerner, mais qui est importante de comprendre, c'est que lorsqu'on veut utiliser un génome de référence, si on prend le génome humain, c'est 3 milliards de bases, on ne peut pas l'utiliser tel quel pour aller venir aligner nos fragments qui font 100 paires de bases, d'accord? Ça serait très, 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 très long de chercher où se positionne chacun des reads si on laisse le génome dans l'état où il est. Donc, on va faire une étape supplémentaire qui s'appelle donc la création d'un index du génome. Et ça, c'est complètement transparent pour vous quand vous allez utiliser Galaxy. Vous n'allez pas voir cette étape-là. Donc, elle est requise par tous les outils d'alignement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir créer un index de votre génome avec Star, avec Bowtie, avec Bismarck, peu importe le type de logiciel d'alignement. Il va falloir le fournir un index pour votre génome. Donc, cet index, il va être construit à partir des séquences FASTA du génome de référence et il va être généré. Donc, vous, quand vous allez utiliser Galaxy, vous allez utiliser Star, ben l'index du génome aura été fait en arrière. Alors, pourquoi on a besoin d'indexer le génome? Parce que si on le laisse tel quel dans l'organisation dans laquelle il serait impossible informatiquement de résoudre, si vous voulez, l'alignement dans un temps raisonnable. Donc, on a besoin de créer un index de mots donc, qui sont contenus dans notre génome de référence pour retrouver plus rapidement la position des reads. Donc, essayez de penser à ça comme on a besoin d'organiser, comme dans un lexique d'un livre, on a besoin d'organiser les informations pour rapidement aller aux positions qui contiennent l'information qu'on connaît, comme dans un dictionnaire. Donc, l'indexation du génome va se faire en 3 étapes principales. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous donner une petite conscience de ce qui se passe. La première étape, c'est qu'on prend le génome de référence, on va concaténer la séquence FASTA de tous nos chromosomes les uns après les autres, et on va créer toutes les rotations possibles de la séquence du génome. Donc, si je prends mon exemple ici, j'ai un génome dont la séquence c'est banane. Je vais faire une rotation de chacune de mes positions. Donc, je vais prendre ici la dernière position que je symbolise par un dollar et le dollar va venir au début ici pour créer un nouveau mot. Et ainsi de suite. Ça terminé par un A, je prends ce A, je le mets au début. Ça terminé par un N, je le mets au début, ça me fait un nouveau mot. Donc, comme ça, on va faire toutes les rotations possibles. Et donc, il est important de noter que je vais juste faire des rotations. Donc, je ne change pas, en gros, si vous voulez, l'ordre des séquences. Et je ne change pas le contenu en séquence. Donc, j'avais un seul B. Dans tous mes mots, je n'ai qu'un seul B. Donc, ça, c'est vraiment important. Le contenu en base ici ne change pas. Et comme j'ai mis un dollar à la fin ici de mon mot, je sais toujours où est la fin de la séquence, d'accord? Et où est le début, d'accord? La première base de mon génome de référence, elle est toujours après le dollar. Donc, je peux toujours me retrouver par rapport à ce dollar-là. Une fois qu'on a construit ici, si vous voulez, le lexique de tous les mots contenus dans mon génome de référence, on va les trier de façon lexicographique, donc comme l'ordre alphabétique, si vous voulez, en prenant en compte qu'il y a un symbole ici. Et donc, je vais avoir tous les mots qui commencent par un A au début de la liste, après par B, ensuite par N, etc. Donc, vous voyez tout de suite qu'en ayant ici organisé les séquences par ordre lexicographique, je peux tout de suite voir si j'ai un read qui commence par la séquence A, je vais limiter mon espace de recherche à ces séquences-là. Je n'ai plus besoin de scanner toutes les autres parce qu'elles ne commencent pas par ce résidu-là. Donc, si je veux finir la transformer ici de mon génome, donc, qui était banana,
banana, sa transformée va être ici la dernière colonne, donc ANNB $AA, euh, le nouvel index de mon génome, pour lequel je suis capable de retracer par la suite les positions de chacun de mes reads en fonction ici du mot dollar. Donc là, c'est un exemple qui est très court avec un génome avec 6 lettres, mais imaginez ça avec 3 milliards de bases. Ça nous permet de rapidement savoir où on cherche. On réduit donc l'espace des possibilités pour nos alignements. Utiliser le logiciel STAR pour aligner sur notre génome de référence. Euh, donc l'objectif ici, c'est d'aligner des fragments courts sur notre génome de référence. Et la particularité, c'est qu'on a séquencé des ARN. L'ARN, c'est quoi? C'est des exons seulement. Et notre génome de référence, c'est des exons, des introns, des régions intergéniques. C'est beaucoup plus gros. D'accord? Donc, notre logiciel d'alignement, il est dit splice aware. Je suis désolée, je ne peux pas traduire vraiment ça. C'est-à-dire, il sait qu'il y a une structure particulière dans le génome et qu'on peut avoir, par exemple, un fragment, un read, qui va avoir une partie alignée sur l'exon 1 et une partie alignée 8000 paires de bases plus loin sur le début de l'exon 2. C'est ça, splice aware. Il va autoriser à ce que l'alignement soit fait à des grandes distances, ce qu'on n'autoriserait pas avec un séquençage ADN. Séquençage ADN, normalement, tout le read est linéaire, il n'y a pas d'espacement sur son alignement. Donc, c'est vraiment ça, la particularité en RNA-seq, c'est savoir qu'il y a des introns, finalement, dans nos données. La sortie de STAR, c'est un type de fichier standard qui a été développé par le projet 1000 génomes, qui est le fichier SAM ou BAM. C'est la même chose. Le BAM, c'est la version binaire du SAM. Donc, une fois qu'on a nos fichiers BAM, donc le résultat de l'alignement, on va pouvoir continuer les analyses. Par exemple, compter les reads par gène. On va être capable de savoir chaque gène combien de fois on l'a vu. On va ensuite pouvoir visualiser les alignements, donc avec par exemple IGV qu'on va manipuler demain. Et on va pouvoir faire les analyses différentielles. Donc, c'est vraiment une étape obligatoire. On est obligé de réassigner chaque fragment à une position dans le génome de référence. Alors, c'est quoi ce format de fichier? C'est un format standard, peu importe le logiciel d'alignement qu'on va utiliser, ils vont tous nous sortir ce format-là. Donc, le format SAM, ça veut dire Sequence Alignment Map Format. Et le BAM, c'est la version binaire. Donc, c'est-à-dire que si c'est binaire, c'est plus petit. C'est vraiment juste ça. Pour optimiser les stockages, on va ici compresser sous ce format-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un fichier SAM? Le fichier SAM, c'est tout simplement un fichier tabulé hein, de 11 colonnes, d'accord, obligatoires. Donc, pensez à un fichier Excel avec 11 colonnes, mais là, on ne peut pas le mettre dans un fichier Excel parce qu'on parle ici de presque 100 millions, plus de 100 millions de lignes, d'accord? C'est pas gérable avec un fichier Excel, mais pour vous donner une dimension. Donc, on a 11 champs obligatoires et on va en regarder certains ensemble. Donc, ici, vous avez le nom des 11 champs qui composent un fichier BAM. Donc, le premier champ qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le flag, qui va nous donner les propriétés du read. Donc, l'idée ici, c'est de stocker un maximum d'informations avec le minimum de texte. Donc, par exemple, on va avoir un flag d'une valeur 163. Donc, ça va être dans votre fichier BAM. Qu'est-ce que ça veut dire 163? Pour nous, pauvres humains, sans description supplémentaire, 163, c'est 163. Mais eux, ce que ça veut dire, c'est qu'en utilisant cette table-là, il n'y a qu'une seule façon d'arriver à 163 en utilisant ici cette colonne. Donc 163, c'est la somme de 1 plus 2 plus 32 plus 128. C'est encore des histoires de mathématiciens qui ont essayé de trouver des idées pour réduire l'espace. Donc, si je prends 163, en fait, c'est comme si j'avais écrit si oui ou non le read est dans une paire. Est-ce que les deux paires sont alignées de façon adéquate? Est-ce que la paire est alignée sur le brin reverse? Est-ce que c'est le read qui est le second dans la paire? Donc, au lieu d'écrire tout ça pour chacun des reads, on écrit 163. Donc, comprenez qu'on condense l'information au maximum
et qu'on peut l'extraire après avec des logiciels. D'accord? Ça va être assez facile. Donc, on optimise le stockage ici des données. On ne vous en a pas trop parlé, mais une analyse RNA sec, les données brutes, là, on est autour de 20 gigas initialement, puis on peut atteindre 100 gigas à la fin, d'accord, lorsqu'on a terminé nos analyses. Donc, il faut pouvoir minimiser l'espace que l'on stocke. L'autre champ intéressant, c'est le cigare. Le cigare va lui décrire comment les reads s'alignent, d'accord? On a fait un alignement, donc il faut stocker cette information quelque part. Alors, l'astuce, au lieu de stocker cette information qui est un alignement, d'accord? En noir, c'est la séquence de référence. Ici, en vert et rouge, c'est la séquence de notre read. Imaginez qu'on ait ici 100 nucléotides alignés en haut, 100 nucléotides en bas. Ça fois 30 millions fois 6. C'est énorme en texte, d'accord? En quantité de données. Donc, au lieu de stocker l'alignement sous ce format-là, encore une fois, l'astuce, c'est de décrire. Donc, on va dire que les 8 premières positions sont les mêmes et elles sont alignées entre notre référence et notre read. Donc, on va voir 8M. Ensuite, on a AG en rouge. Donc, AG est présent dans notre fragment, dans notre read, mais pas dans le génome de référence. Donc, ça veut dire qu'on a une insertion dans le read. Ensuite, on se retrouve avec 4 matchs, donc les mêmes séquences dans les deux. Une délétion ici. Ça, c'est absent dans notre séquence à nous. Et ensuite 3M. Donc, au lieu de garder tout ça, on a juste encodé ici 8M, 2I, 4M, 1D, 3M. Ça, c'est pour un résultat compliqué. En général, si on fait un pérenne 100, on va avoir écrit juste 100M. D'accord? C'est rare qu'on ait quelque chose ici d'aussi complexe dans les données. Mais c'est pour vous illustrer. D'accord? Donc, à nouveau, le BAM ou le SAM, on a trouvé des façons de réduire la quantité d'espace tout en gardant le maximum d'informations qui est compris dedans. Hop, c'est bon. Donc, une fois qu'on a nos alignements, nos fichiers BAM en général, on va faire un contrôle qualité de l'alignement. Donc ça, le contrôle qualité, il faut que vous l'ayez en tête, hein. C'est à chaque étape. On va venir vérifier que tout s'est bien passé avant d'aller plus loin. Donc, lorsque vous aurez fait votre alignement, je vais cacher ça, avec ça, vous allez avoir un fichier log qui va apparaître dans votre historique. On va le voir demain ensemble, le fichier log. Ce que ça va faire, ça va décrire comment s'est passé l'alignement, puis ça va vous donner des statistiques. Et vous aurez ça pour chaque échantillon. Donc nous, on en traite 6, donc on aura 6 fichiers log à regarder. Ce qui est important là-dedans, c'est de regarder les reads qui s'alignent de façon unique. Donc, on est sûr, 100%, il y a un seul endroit où ce read s'aligne, donc on va être sûr de sa position. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on va avoir des reads qu'on ne va pas être capable de positionner correctement. Ils vont s'aligner de façon avec un même score sur différentes positions. Ça peut arriver parce qu'on a des gènes qui sont dupliqués, d'accord? On n'est pas un génome qui est juste avec des copies uniques de chaque gène, on a de la duplication. Donc, si on a des fragments qui viennent de gènes dupliqués, des isoformes, des séquences répétées, eh bien, on va être incertain dans leur position. Donc, on va les identifier comme étant multi-mappés. On sait à quelle position ils sont, mais ils sont à trop d'endroits différents. Et ensuite, on a des reads qui sont non mappés. Donc, on a des fragments, mais on ne sait pas à quelle région ils appartiennent. Ceux-là, ils peuvent venir soit d'une mauvaise qualité de l'ARN initialement, de séquences inconnues. Donc, on pense qu'on a le génome complet, mais en fait, non. Donc, il y a des endroits, ben, il ne peut pas aller se positionner parce qu'on ne l'a pas dans la référence. Ou alors, c'est une contamination. Donc, si on a contaminé nos échantillons humains avec, je ne sais pas moi, de la drosophile, ben, on n'a pas 100% d'homologie entre les deux, hein. Donc, on va trouver des séquences non mappées. Donc, on va faire attention ici à ce taux de fragments non mappés. J'ai encore perdu. Hop. Donc, pourquoi c'est important de regarder ça? Parce que tout ce qui n'est pas mappé de façon unique est jeté à la poubelle. Parce qu'on ne peut pas savoir. S'il a plusieurs endroits, je ne peux pas dire ça appartient au gène 1, 2 ou 3. Je ne peux pas faire la distinction. Il y a exactement le même score entre les deux. S'il n'est pas mappé, je ne peux pas l'associer à un gène. Donc, il faut que ça soit le plus petit pourcentage de toutes mes données. D'accord? Donc, il faut maximiser ici. Il faut qu'on en arrive à en avoir le plus possible dans cette catégorie-là. OK?
Donc, on verra demain, mais une fois qu'on a fait un alignement, on a donc les fichiers log et on peut à nouveau utiliser MultiQC pour faire ce genre de graphique. Donc, au lieu d'aller regarder chaque fichier indépendamment, on va les regarder sous ce format-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va avoir en bleu foncé les reads qui sont alignés de façon unique. Donc, ça, c'est la catégorie qu'on veut maximale. D'accord? A priori, là, on est bon. D'accord? On en a quand même plus de 70%. On va être content. On a ensuite les bleus clairs, donc les reads alignés de façon multiple. Donc ça, on peut pas y échapper, hein, il y en a toujours, mais ça reste ici minime. On a ensuite ceux qui ont trop d'alignements multiples, donc c'est pire que juste plusieurs alignements. On est vraiment à un stade où ils s'alignent vraiment à trop d'endroits différents. Et la dernière catégorie ici, les reads qui sont non mappés, donc que ce soit parce que la portion qui est alignée est trop courte ou alors que ce n'est pas du tout aligné parce qu'il n'y a rien qui correspond. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va regarder ensemble et puis on verra demain comment on interprète le résultat, qu'est-ce qu'on s'attend comme statistique pour dire on passe à l'étape suivante. Est-ce que ça va pour l'alignement? Ouais. Dans l'analyse, du coup, si on veut comparer deux ARN qui viennent des isoformes ici, des pissages affirmatifs, Ouais. c'est possible de les différencier, non? Et ça va dépendre. Donc, c'est tout ça la problématique de ces approches-là. Il faut que tu aies assez de différence entre tes isoformes pour les distinguer. Avec des rides courts. Avec des rides longs, ça va être plus facile parce que tu vas séquencer ton transcrit, tu auras ta réponse. Avec des rides courts, il faut que tu tombes à l'endroit où il y a la différence entre tes ARN. Et des fois, c'est assez mal décrit aussi quelles sont les isoformes qui sont présentes. Donc, ça représente un défi au niveau même computationnel de les détecter puis d'être sûr de ce qu'on détecte. C'est un événement rare. Donc, on va parler un tout petit peu de visualisation. Donc, une fois qu'on a nos fichiers BAM, on est capable de les regarder donc, dans, par exemple, IGV, donc Integrative Genome Viewer. Donc, c'est une application normalement que vous avez tous installée. C'est assez accessible pour l'utilisation. Donc, si on regarde un petit peu ensemble, vous avez en haut l'idéogramme du chromosome. On retrouve ici le centromère. Vous avez la barre de navigation ici qui vous permet de choisir le génome de référence et la position que vous voulez regarder. Puis ensuite, c'est divisé en pistes. Donc, on a ici une piste de couverture, la piste ici avec notre fichier BAM et la piste avec les gènes de référence. Donc, on peut ajouter les pistes qui nous intéressent. Donc, on veut par exemple regarder, je ne sais pas moi, seulement un échantillon par condition parce qu'on ne veut pas tout regarder en même temps. On peut choisir lesquels on met ici dans notre visualisation. On voit ici qu'on a les boîtes bleues, ce sont les exons, d'accord, sur notre gène. Donc en RNA-seq, on a du contenu attendu seulement sur les exons. On a séquencé seulement les exons et on n'attend pas d'avoir des reads dans les introns. Si on a des reads dans les introns, peut-être qu'il y a un événement d'épissage qui est une rétention d'introns qui a lieu dans cette ARN-là, mais il va falloir un test statistique pour aller le démontrer. Donc là, on voit un petit peu l'aspect que ça doit avoir pour du RNA sec, avec seulement des fragments en rouge qui vont être superposés aux positions de nos exons. Ça va? Donc ça, si par exemple, vous savez que vous avez fait un KO pour un gène, pas un KO, un KI, vous avez enlevé une certaine partie d'un exon ou de plusieurs exons, ben, vous pouvez aller le visualiser tout de suite avec IGV une fois que vous avez fait votre alignement. Vous allez sur votre gène d'intérêt et vous regardez si vous avez des reads ou pas sur la zone qui est supposée ne plus être là. Donc ça vous permet quand même de valider votre construction aussi. Moi, ça, c'est un conseil que je donne toujours. Allez voir à quoi ça ressemble ce que vous êtes supposé avoir affecté. Des fois, c'est surprenant. Donc, il vaut mieux vérifier. Donc, on aura cette partie qu'on va faire là, demain. On va aller jouer un peu avec les fichiers BAM qu'on aura obtenus. On va aller les visualiser ensemble. Donc, c'est ce que je viens de dire pas mal ici. Donc, on peut voir donc, la couverture des exons comme attendu en RNA-seq. On peut voir les jonctions d'exon à exon. Donc, c'est ce que je disais. Le même read qui est sur deux exons différents. Donc, lui, il est sur la jonction entre les exons. Donc, on peut s'assurer ici de voir les arcs. Je ne pense pas qu'on les voit bien ici. On les verra sûrement mieux demain. On est supposé aussi avoir une uniformité de la couverture des reads avec le séquençage. Donc, on n'est pas supposé en avoir plus
au début du gène ou à la fin du gène, même s'il y a une sélection par la queue poly-A. Bon, si tout va bien, on devrait voir à peu près tous les exons. Et on voit aussi l'orientation des reads. Est-ce qu'ils sont conformes avec le protocole de préparation de librairie qu'on a fait? Certains vont garder une certaine information de l'orientation, donc on peut aussi le vérifier avec IGV. Donc c'est quand même un outil intéressant pour valider certaines étapes. Alors, IGV accepte plusieurs formats de fichiers. Donc là, on vient de voir qu'il accepte les BAM, mais il accepte aussi les fichiers BED. Les BED, ça décrit des régions génomiques. Donc, par exemple, ça peut être un fichier BED d'annotation de télomère tout télomère parce qu'on voudrait regarder à quoi ça correspondrait. Donc, on pourrait charger l'annotation de télomère tout télomère en plus de l'annotation de RefSec, par exemple. Donc, on peut charger une annotation qui est différente. Ça peut être aussi des bed graphes qui, eux, vont être des valeurs numériques associées à des régions. Donc ça, on peut plus l'utiliser quand on fait du chipsec, par exemple, qu'on a des régions enrichies. On peut dire, ah ben, cette région, elle a une intensité à 100, par exemple. Donc on va rajouter cette valeur-là à notre bed. Visualiser des BAM, c'est très gourmand en mémoire. Donc, dépendamment de vos ordinateurs, ça sera possible ou non. Donc, on conseille en général de transformer les fichiers en WIG ou BigWig, qui est un format encore plus condensé de nos fichiers BAM. C'est malheureusement pas possible avec Galaxy aujourd'hui. Il y a des outils soi-disant, mais ils ne fonctionnent pas. Donc, peut-être que plus tard, ben, ça sera quelque chose qui va être possible d'y accéder. Et donc, ça permet encore de réduire l'espace que ça va occuper. Donc, imaginez, vous auriez 40 échantillons, vous ne pourriez pas ouvrir les 40 BAM avec votre ordinateur. Ça ne serait pas réaliste. Un peu comme des fichiers BED, on peut avoir des fichiers GTF, donc d'annotation génomique, qui sont beaucoup plus complets. On peut avoir des fichiers VCF dans IGV. Donc, VCF, c'est pour des variants. Donc, si on a fait un séquençage d'un génome complet, on a identifié des mutations, on va avoir un format de fichier qui s'appelle un fichier VCF, mais on va pouvoir le loader dans IGV. Pourquoi c'est intéressant tout ça? C'est parce que vous pouvez avoir du RNA-seq, en même temps vous avez aussi fait un whole genome, ou dans une autre étude, ils avaient fait de l'attaque-seq, puis vous pouvez tout mélanger, puis tout visualiser en même temps, là, tant que tout est aligné sur le même génome de référence. Donc il y a vraiment tous ces formats de fichiers qu'on peut loader ici dans notre genome browser. Et bien sûr, ça prend aussi un format FASTA. Donc, si on travaille sur un génome qui n'est pas un génome de référence, donc ça arrive parfois qu'on ait des souris transgéniques, hein, donc on connaît la construction, eh bien on va créer un génome de référence avec l'ADN exogène qu'on a rajouté, qu'on saura mettre au bon endroit parce qu'on l'a séquencé, puis on va pouvoir l'utiliser pour faire la visualisation. Donc ça, c'est un cas d'exemple où on va faire notre propre génome de référence. Donc, il y a quand même des spécificités par rapport au format de fichier, dont notamment le format BED. Comme je vous disais, le format BED, ça nous permet de décrire les positions, si vous voulez, des gènes. Mais la spécificité, c'est que c'est basé sur 0. Eux, la position 1, ça n'existe pas. Donc, il y a certains fichiers, ils vont être basés sur 1. Ça va commencer à la position 1 sur le chromosome 1. Puis d'autres, ça va dire que la première position, c'est la position 0. Et quand on cherche des mutations, il vaut mieux s'assurer de c'était quoi la nomenclature, parce que sinon, on ne va pas regarder les bonnes positions. Donc ça, un exemple de format BED, c'est donc 3 colonnes, les 3 premières qui sont obligatoires. Ici, chromosome 3, la position début, position fin. Et dans un BED graph, on va rajouter une valeur, une quantification qui a été faite à cette position, qu'on va pouvoir rajouter. Et donc ça devient juste un fichier BED graph. Le fichier WIG est encore plus compressé. Donc, au lieu d'avoir ces 4 colonnes-là, pour la même information, on va n'en avoir qu'une seule. Donc ici, on va dire, on a une en-tête qui nous dit qu'on commence sur le chromosome 3 à la position 400 601 et qu'on fait des pas de 1. Et donc là, on va juste stocker 11, 22, 33 et on va savoir que 11, c'était la première position, 22, c'était première position plus 1, etc., etc. Donc à nouveau, on condense l'information au maximum pour que ça ne prenne pas d'espace. Donc la différence ici avec un BED, c'est que c'est basé sur 1. La position 0 ici n'existe pas. Voilà. Pour tous ces fichiers, bien entendu, on a des possibilités de les manipuler. Donc, pour les fichiers SAM, les fichiers BAM, on va avoir des SAM tools pour manipuler les fichiers SAM, des BAM tools pour les fichiers BAM. On a la suite de logiciels Picard. Donc, la bioinfo, c'est beaucoup de formats.
puis des outils pour manipuler ces formats-là. Donc, il y en a certains disponibles sur Galaxy, mais ils ne sont pas tous là. Comme vous a montré Ludovic, il y a des endroits aussi où on peut convertir directement sans avoir à sélectionner vraiment l'outil. On dit qu'on veut convertir d'un format à un autre. Et en arrière, c'est ce genre d'outil qui va tourner pour faire la conversion. Donc, si je vais un peu plus en détail sur un exemple ici, pour vous montrer à quel point c'est vraiment très étendu les possibilités. À partir d'un fichier SAM, je peux le manipuler avec la suite de logiciels SAMtools. Et ça, c'est toutes les fonctions disponibles dans SAMtools. Donc, c'est vraiment très, 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 très riche. Donc, c'est sûr que ça prend quand même beaucoup de connaissances pour savoir comment le manipuler, puis quels sont les bons logiciels pour faire ces manipulations-là. Donc, c'est quand même intéressant. Par exemple, on peut faire trier des alignements avec la fonction sort. Mais pour certaines analyses, on est obligé de faire un sort, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est des choses comme ça qu'il va falloir vous familiariser un petit peu. Il y a des étapes qui vont être nécessaires en plus. Je pense qu'on est bon là-dessus. Donc, on va terminer avec... est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la théorie, entre guillemets? On va l'approfondir, bien sûr, de même pour l'alignement, mais ça va? Oui. Ça, c'était dès le début, c'était par rapport au réarrangement du génome de référence. Ouais. Pour la ligne, ça ne pourrait pas introduire des biais justement. Donc, si tu veux détecter des réarrangements, Non, si s'il y en a, si tu fais des réarrangements avec des dollars qui reviennent, ou des ah non, ça c'est juste, c'est pas un réarrangement, c'est juste une manipulation du génome de référence pour pouvoir l'utiliser. C'est pas un réarrangement en tant que tel. C'est juste une façon d'ordonner l'information. Par contre, en cancer, on sait qu'il y a beaucoup de réarrangements des chromosomes. Donc dans ces cas-là, on va pouvoir utiliser l'approche bioinformatique pour trouver, par exemple, une paire de reads qui va être alignée à la fois sur le chromosome 1, par exemple, et sur le chromosome 12. Donc, si on a un read sur un chromosome et un read sur l'autre, ça, c'est des anomalies que statistiquement, on peut aller détecter avec des logiciels en bioinfo pour dire, ah, on dirait que ces deux chromosomes se sont recombinés. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai montré tout à l'heure. L'indexation, c'est vraiment quelque chose de différent. Ouais, mais ma question, si je voulais comprendre par rapport à l'indexation, c'est est-ce que le fait de faire ça Ouais. et après aligner notre race dessus, ça va pas. Non, parce qu'on ne change pas l'ordre des lettres en tant que tel. On vient juste transposer à chaque fois une position à l'autre. On ne les mélange pas ensemble. Et on sait toujours avec le dollar, on sait toujours où est la fin de notre génome de référence. Donc, basé là-dessus, on est toujours capable de retrouver la position initiale. C'est vraiment une astuce, je ne suis pas allée en détail pour ne pas vous mêler là-dessus, là. Mais une fois qu'on a cette transformée, on est toujours capable de retrouver la position initiale du début du read dans le génome initial. Ça ne mélange pas les nucléotides entre eux. Oui, je ne comprends pas pourquoi on fait ça, parce que l'idée, c'est quand même de trouver là où la séquence se fixe, quoi. Oui, oui, tout à fait. Là, moi, ce que je vous ai montré, c'est juste comment on le transforme. Je n'ai pas montré comment après on retrouve l'alignement. Ça, c'est une autre étape. Parce que là, on a transformé. Et avec cette table-là, on est capable à chaque fois de dire, par exemple, mon read, il commence par N. Mon read, c'est N à N. On va être capable, avec une certaine méthode, de retrouver que c'est ici. D'accord? Ce mot-là, il est ici. Et on va savoir par rapport au dollar, on va être capable de retrouver dans le génome initial où se trouvait cette première position. Donc ça, là, je vous ai juste montré comment on le transforme. Après, c'est comment on l'utilise. Ça, c'est une autre chose. Et on est toujours capable de retrouver la position initiale à partir de la transformation. Ça va? Est-ce que ça va? Ouais? Donc, on va juste lancer l'alignement avec star. Est-ce que tout le monde avait réussi à installer IGV? Ouais, c'est bon? OK.